Quel que soit le regard que chacun porte aujourd'hui sur saint Augustin, l'un des 4 pères de l'Église d'Occident et phare de la chrétienté, quelle que soit l'influence, l'intérêt ou l'éveil que son œuvre et sa parole suscitent de par le monde, Augustin, lui aussi, vient bien de quelque part. En retrouvant sa trace sur sa terre d'Afrique, où il naît en 354 de notre ère, en puisant à la source de ses origines, en marchant dans ses pas, se révèlent peu à peu les contours de sa vie. Pour accompagner Augustin dans le très long voyage de son parcours terrestre, un homme de terrain, Dominique Martinet, français, installé en Tunisie, inlassable pèlerin qui, embrassant l'esprit de l'évêque d'Hippone, cherche puis retrouve sa trace sur les anciennes voies romaines de la Via Augustina qu'il crée pour partager les parcours d'Augustin avec marcheurs, randonneurs ou pèlerins de toutes origines qu'il rassemble. J'ai découvert Saint-Augustin en allant à Compostelle en 2004 et j'avais pris les confessions avec moi, et ce qui a été une révélation totale pour quelqu'un qui marche à pied. On a l'impression, comme on marche là sur des dallages qu'il a probablement foulés, on a l'impression un peu de communier, de le retrouver ici. Donc il est ici, il était chez lui, et donc quand on est ici, il semble aussi, oui, qu'on soit très proche de lui, à des siècles de distance. Donc j'ai eu l'idée de relier, si vous voulez, la marche, l'itinérance, le pèlerinage, puisque le pèlerin n'est pas forcément religieux. Pèlerin, ça veut dire qui marche à travers les champs. Hein. Donc de développer ce pèlerinage en Afrique du Nord, sur les pas de Saint-Augustin. Les Européens, tous les savants et les professeurs européens connaissent pas l'Afrique du Nord. Donc ils n'ont aucune conscience de Saint-Augustin chez lui. J'avais une connaissance avant tout littéraire, textuelle de Saint-Augustin, d'un Saint-Augustin médiatisé par les auteurs du XVIIe siècle, et de se retrouver à la source même, à l'endroit même où il a vécu, et à la source de la pensée augustinienne, c'est quelque chose pour moi très surprenant et très émouvant. On l'a inscrit dans une histoire de la philosophie, dans une histoire de la théologie, on l'a confronté à ses maîtres, à Ambroise, à la pensée platonicienne, peut-être plus qu'à son origine africaine, mais bon, même des écrivains comme Camus, finalement, on a mis longtemps aussi avant de les associer à ce terroir dont ils sont originaires. Il est né dans une cité qui s'appelle Tagaste et qui est aujourd'hui Socarrás, en Algérie orientale. C'est vraiment un enfant du coin, quoi. Il est de Tagaste, oui, il est de Tagaste, c'est un Tagastin. Et il est du coin, il n'est pas d'ailleurs. Augustin grandit ainsi dans la partie nord-africaine de l'immense espace géopolitique de la fin de l'Empire romain, appelé plus tard le Bas-Empire. Spécialiste de l'époque, Claire Sautinel replace Augustin au cœur du IVe siècle de notre ère. Moi, ce qui me frappe en tant qu'historienne, c'est à quel point Augustin est un citoyen de l'Empire romain du IVe siècle, qui est un empire qui s'étend sur toute l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, qui est un empire où depuis plus de 130 ans, quand Augustin naît, tous les habitants libres ont le même statut juridique. Être romain, c'est ça aussi au IVe siècle, c'est appartenir à un ensemble aux dimensions de tout l'Empire et pouvoir se mouvoir à l'intérieur de cet ensemble. La civilisation romano-africaine s'est profondément installée en Afrique du Nord. C'est le même grand empire romain et la même grande culture et civilisation romaine. C'est dans ce cas-là qu'on peut dire que la Méditerranée est un lien et pas une séparation ou un obstacle. Puisque voilà un homme qui est né en Afrique du Nord, qui est l'auteur d'une œuvre inconsidérable et qui est un des pères de l'Église. Romano-africain, comme on était gallo-romain, Augustin parcourt sa terre dès sa prime jeunesse et jusqu'au bout de sa longue vie. De Tagaste à Mador, des grandes plaines agricoles à Hipporégus, la Naba d'aujourd'hui, de Carthage aux portes de Tunis jusqu'à l'ancien comptoir d'Utique, il suit
chemins et voies romaines. Pour la Via Augustina, Dominique Martinet, croisant archéologie, géographie, écrit et histoire, retrouve Augustin sur ses chemins de prêche. Utique avait été un port célèbre et la capitale de l'Afrique romaine jusqu'à la reconstruction de Carthage. C'est dans cette cité qu'Augustin prêcha le dimanche 11 septembre. Ma mission, si vous voulez, c'est de retracer la géographie de l'époque d'Augustin, ce qui n'a pas vraiment été fait jusqu'à présent, à part sur quelques cartes des voies romaines. Mais de la faire de façon précise sur le terrain, c'est notre mission aujourd'hui. S'appuyant sur des données anciennes, mais aussi contemporaines, Dominique balise le réseau de la Via Augustina du nord de la Tunisie jusqu'à l'est de l'Algérie. J'ai découvert ces endroits avec les cartes, puisqu'en fait nous sommes repartis des cartes romaines, l'Atlas de Salama, et que nous avons comparé aux cartes tunisiennes d'état-major, qui nous ont permis de retracer les voies romaines depuis la frontière algérienne jusqu'à Carthage. Il faut imaginer Saint-Augustin, jeune à 17 ans, 18 ans, venir ici, quittant sa ville natale de Tagaste, qui était une petite ville, c'est un quartier de Carthage. Comparé à ça, venir ici dans une ville qui est en pleine de vie. C'était la très grande Carthage. On en parlait comme un ornement du monde. Les auteurs anciens, ils disaient bien d'elle, c'était l'ornement du monde. C'était pratiquement la deuxième ville au monde après Rome. Imaginez ce qu'a pu être Carthage pour ce jeune adolescent ambitieux, assoiffé dans tous les sens du terme. Je crois qu'il y a passé des moments de plaisir intenses. Catherine Conibert, éminente auteure et universitaire britannique, enseignante aux États-Unis, conduit ses recherches et son éthique de vie autour de la pensée augustinienne. Et bien plus tard, lorsqu'il prêche, il se souvient de ces années palpitantes, mais aussi destructrices et autodestructrices. Et il sait combien il est facile de basculer, il est facile de sombrer. Et tout ça, pour lui, est relié à Carthage. Le théâtre fonctionnait très bien, le cirque fonctionnait très bien, l'amphithéâtre encore. Il y avait bien sûr une vie religieuse chrétienne, si on veut dire, monothéiste. Et donc ça a dû, bien sûr, lui changer beaucoup de se trouver dans une grande métropole comme celle-là. Carthage était la deuxième capitale de l'Empire romain. Et le développement qu'a eu l'Église à Carthage en IVe siècle, par exemple, c'est le siècle d'or de l'Église. Le développement de l'Église ici était beaucoup plus grand que celui de Rome. Dans la ville de Carthage, il y avait une trentaine de basiliques chrétiennes. C'était énorme. En fait, Rome a toujours regardé, la Rome catholique a toujours regardé avec intérêt tout ce qui s'est passé dans l'Église nord-africaine. Les conciles, les discussions, les hérésies, les schismes, voilà, il y a eu un peu tout. Mais donc l'Église était vraiment très, très forte. Ça nous rattache énormément parce que ça montre que ce n'est pas seulement une terre musulmane, mais c'est une terre qui était chrétienne aussi. Et ça a permis donc de découvrir, d'abord ça nous enracine énormément, nous, dans notre foi, redécouvrir un petit peu tout ça, le vécu des premiers chrétiens. Et en effet, c'est ce qui s'est passé au long des siècles, parce qu'après, les chrétiens qui vivaient ici étaient toujours encouragés par les témoignages des premiers, donc des aînés dans la foi. Jeune prêtre venu d'Argentine, le père Silvio Moreno exhume sermons et découvertes sur le terrain pour enrichir et donner corps à travers Augustin à la mémoire chrétienne de l'Afrique du Nord. Romaine pendant plus de 500 ans, profondément chrétienne pendant des siècles, les provinces africaines, riches et prospères, sont sillonnées à l'époque par le réseau routier des Via Publica, de plusieurs milliers de kilomètres sur lesquels Augustin se déplace pendant des décennies. La voie principale de l'époque, ça s'appelait la voie Carthage-Téveste, et qui descendait vers le sud, qu'on emprunte en partie lorsque l'on vient d'Annaba. Et puis ensuite, nous partons pour aller en direction de Soukaras, qui s'appelait Tagaste à l'époque. Alors une fois qu'on est à Tagaste, on peut remonter vers Hippone, Hipporégius, par cette route-là, qui remonte ici, et environ une centaine de kilomètres.
Ça, c'est l'itinéraire principal que Saint-Augustin a parcouru le plus souvent. À pied, si vous voulez, on voit des traces de voies romaines et surtout on retrouve toutes les traces des ruines romaines qui jalonnent ces routes, même si les routes n'existent plus. Hein. C'est comme ça qu'on se guide en fait. Sur les cartes d'état-major, c'est assez bien fait parce que toutes les ruines romaines sont mentionnées. Après également les statistiques et surtout les listes d'évêques qu'on a, et qu'on a des listes complètes, les listes maintenant complètes, la Tunisie contenait au moins 200 villes, hein, 200 cités, voilà. Hein. Alors si on multiplie à peu près 10 à 15 000 habitants. Si on prend 15 000 habitants comme moyenne, on arrive facilement à 1,5 million, 2 millions pour l'époque romaine. C'est les chiffres que j'ai donnés pour la seule Tunisie. Hein. On peut ajouter minimum 1 million pour l'Afrique, pour l'ensemble de l'Afrique proconsulaire. Avec presque 4 millions d'habitants au total, l'Afrique d'Augustin a déjà recours au transport en commun, le cursus. Forme de roulotte à 4 roues tirée par des mulets qui avancent à une moyenne de 5 km à l'heure et relient entre elles les principales agglomérations et les grands axes. Il ne marchait pas, il avait des moyens de transport de l'époque. Oui, mais à mon avis, que quand l'âne était fatigué, il devait être bien obligé de marcher un petit peu. Donc cette route est vraiment la route de Saint-Augustin qu'il parcourait donc, alors en général avec le cursus romain, c'est-à-dire en voiture collective, hein, et il s'arrêtait à peu près tous les 50 km. Et il a fait ça de 395 à peu près jusqu'à 420, donc sur 25 ans. Si on considère qu'il y allait pratiquement tous les étés et qu'il faisait pratiquement 600 km à chaque fois, ça fait beaucoup de kilomètres. Saint-Augustin est quand même un grand voyageur. Hein, c'était quelqu'un de très curieux. On peut même le qualifier d'un des plus grands voyageurs à l'époque romaine. Paradoxalement, et il le confie lui-même, étant à ce propos le premier écrivain de l'histoire à utiliser le genre autobiographique, il n'aime pas voyager. Mais pour répondre à sa mission, il va là où on le demande. D'abord, il n'aimait pas faire des voyages. Hein, parce qu'il était donc cet homme des solitudes, mais il a dit bon, je le fais pour ma tâche pastorale et je le fais là où on m'appelle. Mais c'est surtout qu'il avait appris une mission qui était d'aller prêcher et d'aller enseigner le christianisme, d'aller montrer, en tout cas, tous les grands apports qu'a pu être l'Église à cette époque. Augustin aussi, il essaye de corriger les mœurs de l'époque. Donc il corrige vraiment les gens dans des tendances un peu éloignées de la foi. Il va les faire rentrer un peu dans les sentiers des dieux. Les gens, ils sont fiers de ça. Ils veulent écouter ça. Et il s'arrêtait dans les auberges. Le Perlet raconte que les auberges étaient souvent mal fréquentées le soir, sur la route, mais Saint-Augustin s'y arrêtait quand même et prêchait la bonne parole. C'est peut-être ce qui est à l'origine de son sermon à Bulla Regia, où il s'est insurgé contre les mœurs dissolues de la ville de Bulla Regia qu'il avait dû voir dans les tavernes le soir. Oui, Augustin est venu ici, il n'est pas juste passé, il y est venu même plusieurs fois, puisque nous avons ce fameux sermon qu'il a prononcé ici, où il s'adresse aux gens de Bulla Regia, à propos donc de ces prostituées. Alors là, il y a tout un débat, parce qu'il utilise le terme de méretrix, méretriques, et Bulla Regia, là, est accusé d'envoyer à Hippone les prostituées. Alors il leur dit, écoutez, c'est pas possible. Vous me direz qu'à Carthage aussi, ça se fait, mais à Hippone, nous sommes tous chrétiens, et ce genre d'activité ne doit pas avoir lieu à Hippone, où tout le monde est chrétien. Ces homélies sont des homélies que moi je suis, chaque fois qu'on lit les homélies, enfin les sermons, surtout les sermons qui étaient pour tout le monde, des sermons qui pour nous semblent d'un niveau très élevé. Il simplifie parfois son latin, mais jamais ses idées. Alors lorsqu'on lit ce qu'il écrit, il développe des concepts compliqués qu'il explique point par point dans le détail, dans un latin recherché, et puis, tout à coup, vous lisez ses sermons, et là, il parle des mêmes choses, dans un langage beaucoup plus simple et accessible, adapté à son public pour ne pas qu'il se sente infériorisé. Augustin dit « Les voix se taisent quand le verbe jaillit ». Les gens de l'époque
tout en étant des gens très simples, étaient très habitués à ce type de niveau d'homélie, avec des commentaires très profonds des textes sacrés. Enfin, ça impliquait vraiment une connaissance des textes sacrés aussi pour les gens. Augustin, on sait bien qu'il prêchait très longuement, voire même 2 heures, et les gens, ils étaient assoiffés d'écouter la parole d'Augustin. Et justement, depuis le début du IVe siècle, un schisme agite l'unité de l'Église d'Afrique et la menace de plus en plus. Conscient du péril, Augustin consacre toute son éloquence et ses capacités de persuasion pour partout, dans les villes et dans les villages, contrer sur le terrain le schisme donatiste. Augustin profitait de ses voyages lorsqu'il était évêque d'Hippone pour aller prêcher et surtout essayer de ramener les donatistes à l'église catholique romaine. Mais il prêche certainement à Tignica, par exemple. Il va prêcher dans un village où il y a des donatistes. Le donatisme, c'est plutôt une division de l'Église. C'était originé comme un schisme, vraiment un schisme ecclésiastique. Donc une division dans l'Église catholique, dans l'Église de l'unité. Il n'y avait pas une reconnaissance, surtout les évêques de la Numidie. Ils ne voulaient pas se soumettre à l'évêque de Carthage, qui était le primat d'Afrique. Il y a cette tension qui s'est créée dans les villages. Il y avait une cathédrale catholique, une cathédrale donatiste. Du coup, il y avait des gens, des partisans d'un côté et de l'autre. Donc il entend parler les gens qui ne veulent pas accepter l'évêque donatiste, les gens qui sont en difficulté avec les donatistes. Et en fait, il prêche pour dire aux catholiques, ne vous laissez pas traîner sur cette affaire-là. Donc faites attention. Mais ça, c'était pas possible. Donc il a dû faire cet appel à l'empereur afin de se faire aider pour que ça se termine. Et l'empereur répond à la requête d'Augustin. La conférence a lieu. Entre le 1er et le 8 juin 411, les évêques contestataires donatistes sont impérativement convoqués à Carthage pour se mesurer aux évêques catholiques. Lors de la conférence de Carthage, il y a 280 évêques catholiques qui viennent aussi de la Numidie, enfin de l'Algérie et la Tunisie. On va dire en gros, c'était 280 évêques. Et donc c'est vraiment énorme. Sans compter les 250 évêques donatistes également présents, soit en tout près de 600 évêques réunis en concile et auxquels Augustin s'adresse. Les arguments qu'il utilise lors de la conférence du 411, c'est un peu tout ce qu'il va découvrir dans les villages où il passe. C'est pour ça qu'Augustin dit il faut finir avec ça, parce que c'est pas possible que Jésus, comme il l'a dit, la tunique, la seule tunique qui nous a laissé en héritage, soit divisée. Et c'est comme ça que s'est tranchée la question, en tout cas en laissant clair que l'Église catholique est la seule Église laissée par Jésus et qu'il ne faut pas diviser cette Église. Et ça fonctionne, ça marche. Ah oui, avec Augustin ça marche, oui, c'est ça, oui. C'est grâce à la personnalité, c'est grâce à l'éloquence de saint Augustin que l'Église catholique a pu se débarrasser de ce schisme-là. Et donc Augustin a réussi finalement au concile de Carthage de 411 à remettre tout le monde d'accord, sans effusion de sang et sans mise en prison ni massacre. Saint Augustin portait surtout le burrus, qu'on appelle aujourd'hui le burnous, qui était un habit relativement pauvre, qui n'était pas un habit luxueux, qui était une robe de bure, en fait, burnous, etc. Et qui a l'avantage, on en trouve encore beaucoup dans la région du Kef, d'être extrêmement léger, mais très chaud. Augustin se déplaçait préférablement au printemps et l'été, puisqu'en général les conciles avaient lieu, d'après les ouvrages, entre juin et septembre. Donc il partait souvent de Hippone vers le mois de mai pour rentrer vers le mois d'octobre. Les dates de ces départs d'Hippone pour Carthage sont pour certaines parvenues jusqu'à nous au jour près, à 16 siècles de distance. 27 avril 399, 16 juin 401, 16 juin 404, 11 juin 410, 1er mai 418. Chaque année, à peu près à la même saison, il quitte son évêché et prend la route. Comme aujourd'hui, chaque mois, les membres de la Via Augustina marchent dans ses pas. Nous avons quand même 300 ou 400 personnes qui nous ont déjà suivis depuis le début, donc dans nos différentes randonnées le dimanche par exemple. Et donc notre public augmente de jour en jour. Ce qui est important dans la Via Augustina, moi quand je l'ai découverte au départ,
Bon, je me suis dit, Saint-Augustin, je connais les confessions, j'aime énormément son universalité. Et j'avais le défaut de se dire, mais il est encore contemporain. Il n'est pas contemporain, il est intemporel. Et je crois qu'il y a cette universalité, pas uniquement par la religion, mais par la philosophie, la pensée. Dans la Cité de Dieu, il parle de la responsabilité de l'homme et de son approche, et surtout le sens du partage. Je prendrai la phrase du pèlerin de Compostelle, tu ne demanderas rien. Et les gens voyagent, ils ne demandent rien. Ils sont contents de tout ce qui leur arrive. Tout le monde est là pour faire de belles balades ensemble, pour marcher ensemble, pour se connaître, pour découvrir l'autre aussi. Michel, par exemple, l'année dernière, c'était comme ça. Ah oui. Je crois que c'était à Rafraf. C'est-à-dire, ça se fait naturellement. On ne demande même pas la confession de l'autre. C'est-à-dire, c'est des questions qu'on ne se pose même pas. Et on le voit quelquefois au moment des repas, et on partage, et on discute. Le plus important pour moi, c'est qu'on arrive à accepter l'autre dans sa différence. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être comme moi. Tu n'as pas besoin d'être de ma religion. Tu n'as pas besoin d'être un arabe ou un français. Là, comme tu es, je t'aime, on partage les choses et point à la ligne. C'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que notre public est 90% musulman ici, puisqu'il y a peu de chrétiens, et ils sont de plus en plus intéressés justement à la redécouverte d'Augustin, par la redécouverte de leur patrimoine aussi, qu'ils ignoraient complètement, si vous voulez. Lorsqu'on va à Bulla Regia, lorsqu'on va à Utique, lorsqu'on vient même ici, c'est toutes des zones que la plupart des gens ne connaissaient pas, et surtout que l'on parcourt à pied avec l'esprit de pèlerinage. Ce groupe qui s'intéresse à Saint-Augustin, ça permet de remonter un peu son histoire. En Tunisie, l'histoire existe, c'est vrai, les sites historiques existent, mais il y a encore beaucoup de sites qui sont en pleine campagne. Et malheureusement, même les habitants du village savent qu'ils sont là, mais n'ont aucune idée des fois de ce que ça représente. Il n'y a aucune information. Les pauvres, ça fait partie de leur vie, mais sans plus. Mais l'information commence à circuler. Augustin, de par sa pensée et de par ses origines, ouvre une voie, comme le font historiens, chercheurs et universitaires. Nassera Ben-Sédik, archéologue au franc-parler, professeure, historienne, auteure et femme d'Algérie, souligne la berbérité d'Augustin, son lointain ancêtre d'Afrique du Nord. Son immense œuvre est quand même à la base de l'Église chrétienne d'Occident. Et moi, je trouve que nous, en tant que Nord-Africains, nous devrions être fiers plutôt que d'essayer de gommer comme certains essayent de le faire. Parce que ça, c'est un patrimoine, il n'y a rien qu'on puisse faire contre. Ce patrimoine est là, il a laissé des traces et ça sera toujours comme ça. Bien sûr qu'Augustin est un de nos ancêtres. Et je pense que c'est parce que de plus en plus maintenant de Nord-Africains, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, se sont réappropriés ce passé antique sans problème. Ça reste évidemment surtout au niveau des spécialistes, mais je pense que ça va s'arranger. Et donc c'est grâce à eux qui ont repris donc l'étude de ces périodes en tant que Nord-Africains que du coup on voit le terme de romano-africain. Il n'y a que les spécialistes qui savent qu'Augustin est un Africain, donc un berbère. Oui, bien sûr, il était romanisé. Oui, bien sûr, il parlait le latin. Oui, bien sûr, il était après catholique et il défendait Rome. Mais de là à gommer ses origines humides, ça c'est un peu gros. Par exemple, sa mère était... Il n'y a pas plus berbère que sa mère. Donc sa mère était berbère, sa mère était chrétienne. Et attention, son père s'appelait Patricius. Ah oui, ben, il a un nom romain. Et alors? Mais les 90% des Africains et des Berbères de l'époque avaient des noms romains. C'est un statut, ils avaient la citoyenneté romaine. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient italiens ou espagnols ou gaulois. Ils étaient africains et romains. Bien sûr qu'il il écrivait en latin, mais qui va pouvoir assurer péremptoirement qu'il ne parlait pas le berbère? Et lui, il s'est plaint souvent parce qu'il dit c'est dommage que nous, ici, on doit utiliser la langue latine alors qu'on devrait utiliser la langue berbère et les cultes berbères. Donc, en fait, le punique, le berbère et le latin
sont les langues de ce pays. Il est normal qu'Augustin les ait pratiquées, l'une ou l'autre, l'une et l'autre, sans aucun problème. Originaire d'une ville de moyenne montagne, située à 700 mètres d'altitude et à une centaine de kilomètres de la mer, Tagaste, où il naît en 354, le latin qu'il étudie et apprend n'est pas forcément le parler des campagnes et de l'arrière-pays, de langues et de traditions souvent berbères. Il grandit ainsi au cœur d'un monde qui cohabite avec d'autres, au sein d'une famille de la petite bourgeoisie de la ville. Donc ses parents ne sont pas pauvres ni très riches, mais ils avaient des propriétés, parce que c'est d'ailleurs là qu'il s'est retiré quand il est revenu de Milan. Et alors il semble qu'il ait eu donc un frère et une sœur. Il n'en parle pas beaucoup. Alors, ce qu'il y a, c'est que très tôt, ses parents ont fondé de grandes espérances dans ce petit garçon, parce c'était un très très bon écolier. Et ses parents l'ont envoyé ensuite à Mador. Mador est à peine à quelques kilomètres, c'est encore la région. Il part pour Carthage parce qu'entre-temps, donc un richissime patron de Tagaste qui s'appelle Romanianus, qui est très célèbre parce qu'il parle beaucoup de lui, finalement aide la mère. Il donne son soutien financier et du coup, Augustin peut partir à Carthage pour faire des études de rhétorique, parce que c'est ça, les études supérieures. C'est ce qu'on appelle les études universitaires, où on est censé avoir des connaissances encyclopédiques, voilà, à peu près. Quelqu'un qui peut parler de tout, hein, de la philosophie comme de la religion. Il rencontre quelqu'un, on ne sait pas, c'est le début de cette innommée, cette délicieuse innommée qui par-delà les siècles s'adresse à nous. Il n'a jamais prononcé son nom. Il y a un roman magnifique qui a été fait il y a quelques années et dont le titre est L'Innommé. Et ils ont un garçon qui s'appelle Adeodatus. Alors, un clin d'œil amusant, Adeodatus, est la traduction d'un nom punique, donné à Dieu. Alors qu'Augustin, à cette époque, n'est pas du tout chrétien. Il lui a donné un nom du pays à son fils. Jeune père en ménage, il continue à Carthage à perfectionner son talent de tribun et l'art de la rhétorique pour enseigner et convaincre. Et tout ce qu'il a appris dans l'art de la rhétorique a pour but de persuader un auditoire, de le convaincre et de l'entraîner avec lui. Il réussit si bien qu'il décide d'aller à Rome. C'est d'ici, de la mer, du port commercial, qui Saint-Augustin va partir et va quitter la Tunisie pour rejoindre Rome. La cause de son départ d'ici n'est pas du tout chrétienne de foi, absolument. C'est quelque chose vraiment c'est un projet de jeune étudiant qui voulait faire un peu sa vie et son orgueil, et voilà, dire tu vas être à Rome le grand orateur de la cour impériale. Et bon voilà, enfin c'est gonflé un petit peu, hein, vous voyez, c'est les projets de jeunesse, et donc rien à voir avec la foi. C'est ici également que Sainte Monique va venir pour passer toute une nuit en prière et en pleurant afin que son fils ne quitte pas la Tunisie. Donc c'est cette maman qui tienne vraiment à suivre son fils, et surtout pour pouvoir le ramener dans le chemin, dans les bons chemins, le chemin de la vie chrétienne. Ses liens avec sa mère sont très très forts. Elle n'a pas été que mère, il le dit d'ailleurs. Il dit, là d'ailleurs, moi c'est un peu aussi désarmant de dire qu'elle était en même temps homme. Par son intelligence. Il dit aussi, c'est là qu'on voit la nature du lien qui les unit, il dit mère par son amour, mère par son amour, homme par sa foi. Puis Sainte Monique donc va pouvoir le rejoindre elle aussi à Rome. Mais en dépit de la présence de sa mère, Augustin ne se sent pas chez lui à Rome. Il ne dit pratiquement rien à propos de Rome. Et c'est très significatif parce que jusque-là, toute son éducation, toute sa préparation, son travail l'ont convaincu que Rome est ce qu'il y a de mieux. Carthage est bien sûr fantastique, mais Rome est l'endroit le plus extraordinaire où il faut se montrer. Et depuis des siècles, le modèle suprême. Et il arrive à Rome, et là, il est déçu.
Ses étudiants le déçoivent. Ce n'est vraiment pas ce à quoi il s'attendait pour une ville qu'il portait jusque-là au pinacle de son ambition. Il décide de quitter la ville éternelle pour aller à Milan, la nouvelle capitale impériale. Il remonte à Milan, toujours pour le même projet. Et voyez, parfois il y a ces choses qui sont très belles. Et comment Dieu, et Saint Augustin il va le dire après, Dieu permet un mal pour après faire sortir un bien majeur. Il pense qu'il est essentiel de poser des questions. Tout le temps questionner, chercher, demander est la chose la plus importante. Il est un chercheur, hein, c'est quelqu'un qui recherche la vérité et donc il voit ici, par la philosophie, par beaucoup de choses, il se rend compte que, et comme il le dit souvent, ses idées ne le remplissaient pas, ne les suffisaient pas. Donc il allait toujours au-delà de ça. Vous ne pouvez pas vous attendre à connaître la vérité dans cette vie. Vous la cherchez et vous continuez sans cesse. Et c'est là où se situe la religion, où repose la foi. En questionnement, pas en réponse. Et donc c'est ça, il était allé à Milan et puis il profite pour écouter les homélies de saint Ambroise afin de pouvoir de voir comment contre-attaquer et pouvoir détruire les arguments de saint Ambroise. Et il reste complètement attrapé, ébloui par les sermons de saint Ambroise et finalement il tombe aux pieds de Dieu. Hein. Ben, donc c'est la beauté de saint Augustin. Hein. Dans la nuit de Pâques, du 24 au 25 avril 387, à l'âge de 32 ans et 5 mois, de la main même d'Ambroise de Milan, Augustin reçoit le baptême. La figure de saint Augustin, il illumine énormément les mondes d'aujourd'hui. Parce que c'est justement cet homme qui vit une vie complètement dissipée. Et puis après, il se laisse conquérir, on va dire, par la vérité, par Dieu lui-même. Il transforme sa vie et il le dit depuis le début des confessions. Il dit « Je t'ai cherché en dehors des moi et toi tu étais au dedans des moi ». Il pense que Dieu est la seule personne qui ait les réponses. Et n'importe quel être humain qui prétend détenir les réponses est plein de prétentions. Il ment. Comblé et apaisé, il choisit le chemin de l'humilité et du retour chez lui en Afrique, au milieu des siens, pour s'offrir pleinement à Dieu. Je crois que c'est très significatif qu'il choisisse de revenir ici, en Afrique, après sa conversion. Il était en Italie, il avait son ancrage en Italie, ses amis en Italie. Il avait une chaire de rhétorique à Milan, il pouvait rester, avoir un poste des plus élevés. Et finalement, non, après sa conversion, pourquoi alors décider de revenir en Afrique s'il ne tenait pas à son Afrique? Il est rentré chez lui, il est revenu à Soukaras, à Tagaste où il est né, et il voulait fonder une communauté sur un lopin de terre. Et son but premier, c'était Tagaste où ils avaient des terres, ils avaient une propriété. Donc finalement, il revient à Tagaste avec tout son groupe, avec son fils Adéodatus, avec son frère et ses amis. Il voulait vivre comme un moine, mais aussi comme un gentilhomme, dans l'esprit de cette vieille notion romaine où un gentilhomme vit à la campagne, entouré de ses amis et où il parle philosophie. Et Augustin pensait que lui aussi pouvait vivre avec ses amis, mais pour parler théologie. Et il se rend compte que la vie est disons, son sommet en Dieu, et donc il laisse tomber tout ce qui est matériel. Il vit en fait très simplement. Et déjà, quand il va créer les monastères, les premiers monastères qu'il va fonder, avec une règle toute particulière qu'il avait fait, enfin des moines en vie communautaire, et c'est avec une extrême simplicité. Et donc vraiment il insiste sur la pauvreté, et lui-même d'ailleurs il vivait comme ça. Mais attention, parce qu'il disait pour Dieu,
pour les cultes, le meilleur. Et pour nous, moins. Enfin, c'est-à-dire vraiment dans ce dépouillement et pauvreté nécessaire pour rendre témoignage de la foi chrétienne. Il était en relation avec le prêtre d'Hippone, et ce prêtre était très vieux, il a eu besoin de lui. Et donc là, il s'est installé à Hippone. Donc après, il s'est retrouvé évêque à Hippone, à Hippo Regius, c'est-à-dire à Annaba, en Algérie aujourd'hui. En devenant chrétien, puis évêque d'Hippone, Augustin comble sans réserve les vœux de sa mère. Et fidèle aux mots simples de Monica lorsqu'elle-même évoque sa foi, il parle sans manière, directement, au cœur des hommes, quels qu'ils soient. Elle lui montre, à travers son propre exemple, qu'il ne faut pas qu'il se limite à parler aux plus instruits. Elle-même n'est pas instruite, elle est berbère et elle n'a pas fait d'études. Sa foi est directe, sans détour, alors que lui-même a eu ce chemin très compliqué pour arriver à la foi chrétienne. Il dit alors à sa mère, « Toi, tu n'as pas eu besoin de toutes ces connaissances. Tu y es arrivé directement. » Donc toute sa vie, il a conscience qu'il faut pour certains les toucher au cœur directement. Et pour d'autres, il faut au contraire intellectualiser. Alors c'est très intéressant aussi de savoir que toute chrétienne qu'elle fut, ce qui est vrai d'ailleurs aujourd'hui aussi des musulmans, elle avait des pratiques païennes, comme par exemple d'aller dans les cimetières avec à boire et à manger, et que c'est Saint Ambroise l'a un peu fustigé, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces manières-là d'aller et de vous arrêter à chaque tombe pour boire et manger. Elle continuait même à Milan, et c'est pour ça qu'elle s'est fait reprendre plusieurs fois par Saint Ambroise. Et elle lui dit, je crois qu'elle lui dit, c'est la pratique en Afrique. Bon, je n'ai pas appris par cœur ce qu'elle raconte, mais elle lui dit, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Berbère et romain, africain de langue et de culture latine, Augustin tutoie l'universel. On pourrait dire aussi que pour nous, il est universel, pas seulement par la dimension d'universalité de sa pensée, mais aussi parce qu'il habite les différents niveaux de son identité, pour employer des mots que lui n'emploierait évidemment sûrement pas. Il est pleinement le fils de sa mère, et il est pleinement un enfant de la province de Numidie, il est pleinement un Africain de la grande province, de la grande région d'Afrique, du grand diocèse d'Orient, il est pleinement un chrétien de cette chrétienté latine qui reconnaît dans Rome sa tête, et il est pleinement homme, il est pleinement citoyen romain et pleinement aussi être humain au-delà de toutes ces catégories. Augustin dit « Écoutez par notre intermédiaire ce que dit le Seigneur et réjouissez-vous en lui, en sa parole, en sa vérité, en sa charité. » Nous sommes à l'embouchure de la Medjerda, qui s'appelait à l'époque Bagrada, à l'époque d'Augustin, et qui donc démarre de Soukaras, sa ville natale Tagaste, pour arriver à se jeter dans la mer ici. C'est la grande rivière de la Tunisie et qui alimente tout ce qu'on appelle les grandes plaines, qui était donc le grenier à blé de Rome, depuis Bulla Regia jusqu'ici. Il faut imaginer Saint-Augustin quitter sa terre, sa ville natale Tagaste, pour venir pour prendre la route, pour se diriger vers Carthage. Il a traversé la belle région agricole de l'Africa. Tu découvres des endroits extraordinaires de ton pays. Tout à l'heure, j'étais époustouflée du paysage, c'est-à-dire j'étais sans voix. J'étais inerte comme ça, je regardais et on dirait que j'étais dans une autre dimension, tellement c'était magnifique. Et grâce, c'est vrai, via Augustina, l'opportunité qu'elle nous offre, non seulement tu découvres le pays, tu vas faire la rencontre et la connaissance d'autres personnes. Tu n'as pas l'exclusivité à parler avec telle ou telle personne, c'est-à-dire tu vas parler avec tout le monde, c'est ça le plus extraordinaire. Tu vas parler avec cette personne-là, tu vas faire quelques kilomètres, après tu vas parler avec une autre personne. Et cette ouverture qui est que je trouve la plus extraordinaire.
Pour faire vivre et développer Via Augustina en Afrique du Nord, Dominique Martinet s'est rapproché d'un partenaire, pour ainsi dire, prédestiné sur sa route, Salah Anachi, qui réunit à lui seul les deux pays d'Augustin, natif d'Algérie, mais Tunisien d'origine de Sougaras, du pays de Saint-Augustin. C'est quelqu'un qui est aimé, respecté, c'est un patrimoine partagé par les deux rives de la Méditerranée. Donc il faut rechercher ce genre de patrimoine, de personnalité. Il a apporté quelque chose qui est tellement important par rapport, par exemple, à Aristote ou à Platon, le terrain. Vous savez, Aristote et Platon, c'est le lycée, c'est le lycéum, l'académie. Donc c'est entre intellectuels. Et en tant qu'apôtre, en faisant l'apostolat, en faisant les paroisses, Saint-Augustin était obligé de réfléchir et d'expliquer en termes quotidiens les grands concepts philosophiques. Et justement, pour la première fois, les journées augustiniennes de Carthage, organisées conjointement par la Fondation Atlas et l'association Via Augustina, ont permis de réunir, venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, chercheurs, historiens, archéologues, théologiens ou cinéastes autour de l'action et de la pertinence de la pensée d'Augustin aujourd'hui. Venus spécialement des États-Unis, de jeunes étudiants du collège de Merrimack, dans le Massachusetts, fondé autour des valeurs de Saint-Augustin, confrontent leurs études et leur savoir à l'émotion de cette terre d'Afrique où a vécu celui qui est au centre de leur vie. Nous avons pensé qu'il serait assez extraordinaire pour nos étudiants d'avoir cette expérience d'une autre culture. Et comme ils ont étudié la vie et la pensée de Saint-Augustin, venir ici à Carthage, comme il l'a fait lui-même dans une étape si importante de sa vie, serait aussi pour eux une réelle expérience pratique. Je suis convaincue que toute théologie a besoin de pratique et que nos étudiants seront capables d'avoir une réflexion sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Pour eux, ce qui a été dit ici a été suffisamment enrichissant pour qu'ils s'en imprègnent, le fassent vivre et l'appliquent dans leur vie. Tout ce qu'on a appris ici nous aidera dans nos actions et nous l'appliquerons dans nos vies et dans nos métiers. Je crois que les jeunes, en lisant Augustin et les Confessions, lorsqu'ils découvrent son long combat et sa longue quête personnelle, cela leur parle énormément. En effet, le monde autour de lui et l'Empire romain étaient en train de sombrer. Les valeurs changeaient, et donc les jeunes le voient un peu comme un éclaireur qui comprend ce qu'eux-mêmes traversent aujourd'hui. Et lorsqu'ils constatent cette complicité qu'ils ont avec lui, ils sont stupéfaits et deviennent les compagnons de sa pensée. When they come in contact with his thought, they're surprised and finding him a companion of thought. Augustin dit Mala tempora, l'époque est mauvaise. Laboriosa tempora, l'époque est difficile. Hoc dicunt homines, ainsi parlent les hommes. Bene vivamus, vivons bien. Et bona sunt tempora, et l'époque sera bonne. Nos sumus tempora, nous sommes l'époque. L'actualité de la pensée de Saint-Augustin et puis l'exemple de sa vie en soi, parce que aujourd'hui on se détourne très vite aussi du chemin de Dieu et les faits après, il y a des petites choses que parfois on ne sait pas lire tout de suite, mais des petites choses et Dieu nous aide à travers ces choses, ces événements de la vie pour nous reconduire toujours vers lui. L'important c'est d'être attentif à ces signes, à ces événements concrets, et afin justement de rejoindre Dieu et sa vie. Augustin dit « J'aime, dis-tu, mais quel chemin dois-je suivre ? Écoute celui qui dit « Je suis le chemin ». Avant de dire où aller, il a commencé par te dire « Par où aller ?» Je suis la vérité, je suis la vie. Il t'a réveillé, toi qui dormais. Lève-toi et marche. Et là, on va reprendre un itinéraire que Saint-Augustin faisait souvent à la fin de sa vie, parce qu'il était un peu fatigué, il marchait moins, il voyageait moins. Il partait de Bizerte. On ne sait pas trop s'il allait en bateau ou par les routes. Moi, je pense qu'il allait plutôt en bateau. C'est une hypothèse. Et il faisait surtout Bizerte-Tunis, donc Hippodiaretus à l'époque, par ce chemin-là. Alors, ce chemin-là passe donc par la côte. Il traverse la montagne et il descend sur Utique. Et puis de Utique, il allait directement sur Carthage. Sa condition d'évêque, mais surtout sa condition d'Augustin, le faisait qu'en quelque sorte, chaque village où il passait, on l'obligeait à s'arrêter et prêcher.
Et donc il était un peu coincé par sa condition d'évêque, et d'être pas seulement un évêque, mais Saint-Augustin. Enfin. À fur et à mesure qu'il est plus âgé, et il a toujours ses maladies, donc il n'a plus de fatigue de faire ses voyages. Et il explique aussi en disant, voilà, je suis fatigué vraiment. Il avait 60 ans. Hein. Et à cette époque-là, faire ces routes, une partie en charrette ou les moyens de communication de l'époque, et puis à pied aussi, bon, ça fatigue énormément. Épargnée jusque-là par les invasions barbares, l'Afrique romaine vit ses dernières heures. Venus du nord de l'Europe, un groupe de tribus germaniques, les Vandales, traverse la Gaule, puis l'Espagne, avant de passer en Afrique du Nord pour bientôt assiéger Hippone, où Augustin est évêque depuis 35 années. Encouragé à s'enfuir par la mer vers la Sardaigne, toute proche, et l'Italie, Augustin, alors âgé de 76 ans, refuse d'abandonner les siens, sa terre et son évêché. Et pour la dernière fois de sa vie, il fait face. Alors, les Vandales, quand ils ont fait la côte, ils arrivent devant Hippone. Augustin était évêque, là, à Hippone. Il n'a pas fui, il est resté là. Il a refusé de partir. Dans Hippone, assiégé par les Vandales. Il n'est pas parti. Et de ce que j'ai entendu dire, c'est que l'Église d'Algérie aujourd'hui, fidèle à ce message et à cet exemple, n'a pas fui l'Algérie pendant les 10 années où le pays a été à feu et à sang. Et c'est justement à cause de ce qui est une leçon. Là, Augustin n'avait pas besoin de faire des discours. Il est resté jusqu'au bout. Et il est mort à Hippone. Il n'est pas parti. À 430, il meurt dans Hippone, assiégé par les Vandales. Et alors pour nous, c'est aussi la même chose aujourd'hui. L'Église qui vit en Tunisie, qui est une toute petite Église, une minorité, elles se sont toujours encouragées et fortifiées par les témoignages de ces premiers chrétiens. Pour ça que alors, il ne faut pas oublier tout ça, mais plutôt le mettre en valeur, le mettre à jour et le publier et le faire connaître. Mémoire vivante et active de la pensée chrétienne de l'Afrique du Nord, Augustin est le lien entre Dieu et les passagers de la terre que nous sommes. Il est né à Tagaste, il y a passé son enfance, il est attaché à l'Afrique où il est revenu, mais il n'est pas l'homme de la terre, il n'est pas l'homme d'une race ou d'une famille enraciné quelque part. L'idée d'Augustin est que nous sommes tous en réalité des nomades. Et cette notion s'enracine profondément chez lui à travers sa propre expérience d'itinérance. Comme une personne qui aspirait d'une certaine manière à un certain type de vie et qui tout à coup réalise que cela ne lui correspond pas. Et lorsqu'il rentre chez lui, il continue de se sentir en errance, même chez lui en Afrique du Nord. Augustin dit « Celui qui est issu de Dieu entend la parole de Dieu ». C'est ainsi qu'il l'interprète en tout cas. C'est que nos racines sont au paradis. Nos racines sont en Dieu. Et c'est l'explication pour nous faire comprendre que nous sommes tous des nomades, tant que nous sommes sur Terre et que nous ne sommes pas avec Dieu. L'humanité est née d'un socle commun, à travers une relation humaine d'amour entre les êtres qui doit se réveiller. Il nous faut pratiquer la relation humaine. C'est déjà sur cette base qu'il nous faut avancer. Dès le milieu du IIIe siècle, en tout cas, le christianisme était solidement implanté dans la ville, puisque le 1er septembre 256, l'évêque Aurelius d'Utique Et on suit, il y a un véritable élan. Fluidité, il y a de la fluidité, c'est-à-dire on ne force pas. Et elle a prononcé un mot que j'ai trouvé extrêmement important, elle a parlé du verbe apprendre. On apprend des autres énormément. Et ça, c'est énorme.
Sa conclusion dans son long travail de la Cité de Dieu, c'est qu'il définit deux types de personnes dans le monde. Les égoïstes, qui placent eux-mêmes et leurs biens matériels au-dessus de tout et devant Dieu. Et puis les autres, ceux qui mettent Dieu et l'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre devant leurs propres ambitions et aspirations. Et Augustin dit que des égoïstes surgit la division, la haine, les problèmes et les souffrances, et des autres, ceux qui cherchent à aimer, ce qui, je le reconnais, n'est pas simple. De cela, quelle que soit leur religion, survient la justice et la paix. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Dans ce sens, il illumine un peu les gens d'aujourd'hui, enfin la jeunesse d'aujourd'hui qui est en cherche. Parce que c'est ça, hein. En fait, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est en cherche des choses que malheureusement, que ce soit les plaisirs, l'argent, le matériel, des choses qui finalement après ne comblent pas, ne remplissent pas, ne satisfassent pas. Et donc, il y a justement ce désir qui va au-delà de ça. Donc c'est vraiment vouloir dépasser tout ça, que finalement ne nous dit rien, ou en tout cas ne nous comble pas, pour aller chercher ce qui nous comble véritablement, qui est Dieu. Augustin dit, si la maison de Dieu c'est nous-mêmes, nous sommes construits en ce monde pour être consacrés à la fin du monde. L'édifice, ou plutôt sa construction, se fait dans la peine. La dédicace se fait dans la joie.